Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une région beaucoup moins connue que les autres. Si on vous dit région arrivant après ON, Pokémon ayant des formes alternatives avec un type différent, lac avec un léviathan rouge, 3ème génération, Delta, île des dragons, région avec une unique ville. Oula, je vous ai perdu. Je parle de la région de Hollon, exclusive au jeu de cartes Pokémon. On pourrait balayer cette région en insistant sur le fait qu'elle n'a jamais été présente dans aucun jeu vidéo Pokémon et que du coup, elle n'est pas canon, mais le jeu de cartes à jouer et à collectionner Pokémon, abrégé en JCC, est le seul produit dérivé de Pokémon qui respecte les jeux vidéo, allant même jusqu'à synchroniser la sortie des extensions, c'est-à-dire une nouvelle série de cartes, avec la sortie des versions en tenant compte des différences de date de sortie dans le monde entier. C'est-à-dire que un mois après avoir la sortie d'une version Pokémon dans votre pays, vous allez avoir un paquet de cartes avec les Pokémon du jeu qui va sortir. Et toutes les extensions suivantes seront plutôt centrées sur les Pokémon de la version courante. Pour faire un rapide sommaire de l'histoire des cartes Pokémon sans compter les séries additionnelles, la génération 1 a eu 7 extensions et la deuxième génération en a eu 7 également. Potentiellement 4 pour Or et Argent et 3 pour Cristal. Les deux générations se trouvaient dans le même bloc, 14 extensions dans ce bloc donc. Ces extensions sont sorties de manière un peu anarchique et l'Occident avait jusqu'à 3 ans de retard sur les sorties. Pour la suite, les sorties seront planifiées comme un coucou suisse et auront 4 extensions par an. Ensuite vient donc le bloc de la 3ème génération qui a une histoire bien plus complexe et que l'on développera à la fin de ce bref historique. Les versions Diamant et Perle de la 4ème génération ont eu 7 extensions contre 4 pour la version Platine et 5 pour la version Heart Gold Soul Silver. Chacun dans un bloc différent. 15 extensions également pour la 4G. Pour la 5ème génération, on a 5 extensions pour Noir-Blanc, 6 extensions pour Noir-Blanc 2, marquées par l'apparition du type Dragon dans le JCC. Pour la génération 6, on a 5 extensions pour XY, 3 pour Rosa et 5 extensions un peu fourre-tout, surtout centrées autour de la première génération et la 6ème génération, probablement pour pallier à la non-sortie de Pokémon Z. Ou alors c'est un clin d'œil au sujet du jour. Bref, pour la génération 7 qui est encore en cours, on a 4 extensions pour Soleil et Lune, 4 pour Ultra Soleil Ultra Lune, 3 pour les jeux Let's Go, mais on devrait avoir un total de 4 ou 5 extensions pour Let's Go d'ici la sortie du prochain jeu Pokémon. Parlons structure d'extension du JCC. Les extensions sont regroupées en blocs, et depuis la génération 5, chaque bloc correspond à une génération. C'est un peu pareil en 1G et en 2G, sauf que les deux générations sont dans le même bloc. Pour la 4ème génération, c'était 3 jeux 3 blocs assez mal répartis, même si au final les 3 blocs avaient la taille d'un seul. A noter que pour les générations 4 et 5, l'Occident avait 5 mois de retard sur le Japon, elle n'a plus que 2 mois de retard pour les générations 6 et 7. Revenons à notre génération 3 constituée d'un seul bloc. C'est une bonne partie du sujet qui nous intéresse aujourd'hui et son historique est un peu moins clair et très bordélique. On commence simplement avec 5 extensions clairement relatives à la version Ruby Saphir. C'est avec les 3 extensions relatives à Rouge Feu Vert Feuille que ça commence un peu à partir en sucette. Bon, déjà, la première extension en France est sortie avant la dernière extension relative à Ruby Saphir. Et ensuite, l'ordre des versions ex-Deoxys et ex-Team Rocket Returns a été inversé en Occident pour correspondre à la sortie du film sur Deoxys et aux événements présents sur Rouge Feu Vert Feuille et sur Ruby Saphir. Ensuite vient 2 extensions relatives à Emerald. Et il reste 6 générations dans le bloc. Déjà, il faut parler de la dernière clairement liée à Emerald, qui n'était pas prévue de sortir au Japon, mais qui y sortira quand même 5 mois plus tard, de manière totalement random, au milieu du bloc de la 4ème génération. Elle sert de point final à la 3ème génération. Et on va l'ajouter aux 2 autres pour s'en débarrasser. Il reste donc 5 extensions. Alors que de la première à la 7ème génération, on a pu relier chaque extension de l'histoire de Pokémon à une version de la série principale de Pokémon, seuls 2 contre-exemples subsistent. Les 5 extensions après le remake de la 3ème génération, et ces 5 extensions-là à la fin du bloc de la 3ème génération. Je n'ai pu relier ces extensions à aucun jeu Pokémon de la licence. Je passe rapidement sur les 5 extensions après les remakes de la 3G qui n'ont pas grand chose d'intéressant, à part les Pokémon Turbo, les cartes stade, Tour du Chaos, Cité Parallèle, Vallée Inversée, qui introduisent une mécanique intéressante des cartes stade, qui ont des effets différents sur chaque joueur,
et je vais me recentrer sur le sujet du jour, les 5 extensions de la fin de la 3G. La première raison pour laquelle on ne peut lier cette extension à aucun autre jeu Pokémon de la licence principale est que la région représentée dans les extensions n'est aucune des 3 régions connues à cette époque, et ce n'est pas non plus un tease de Sinnoh, la région de la 4G. Non, les cartes de ces 5 extensions font référence à la région d'Olon. Et les Pokémon de cette région sont différents, sans lettres. Mais passons en revue nos 5 extensions qui vont nous donner des informations sur ces Pokémon. La sortie de ces extensions était un peu bordélique, hein. La première extension sortie au Japon est Créateur de légende. L'extension n'avait rien de particulier, les Pokémon semblaient normaux sauf une carte Pikachu de type métal avec un étrange signe à côté de son nom, la lettre grecque Delta en minuscule. C'était une carte Box Topper, c'est une carte que tu ne peux obtenir pas dans un paquet, mais que tu peux obtenir uniquement dans des paquets de paquets. Le système de box topper est aujourd'hui abandonné et ce fut d'ailleurs l'avant-dernière box topper de l'histoire. Faut savoir qu'à cette époque, le type métal était un type particulier puisqu'on pouvait avoir uniquement 4 types énergie métal par deck car l'énergie métal de base n'existait pas. L'énergie était la seule carte que l'on pouvait mettre en plus de 4 exemplaires dans un deck. Ce qui est intéressant, c'est que l'Occident a délayé la sortie de cette extension pour sortir l'extension suivante en premier et intervertir les dates de sortie des 2 extensions. Et fait rare à cette époque, les Américains ont eu cette extension un mois après les Japonais, au lieu d'environ une demi-année après. Donc, dans les 4 extensions qui sont sorties après Créateur de légende au Japon, on va avoir tout un tas de Pokémon qui vont généraliser le concept du Pikachu de type métal avec un delta à côté de son nom. On appellera ces Pokémon les espèces delta. On va donc avoir tout un tas de Pokémon des 3 premières générations qui vont voir leur type changer. Certains vont se contenter de prendre un type métal en plus de leur type classique, d'autres vont prendre un type totalement différent de leur type d'habituel, et d'autres vont prendre un type totalement différent de leur type d'habituel et un type métal supplémentaire. Dans la majorité des cas, si un Pokémon a une forme delta, il aura un seul type différent de son type habituel, et ses évolutions et pré-évolutions auront ce même type. Il existe toutefois plusieurs exceptions. Les lignées où le Pokémon qui a évolué au maximum prend le type métal en plus du type de ses pré-évolutions. Les lignées où seul le Pokémon qui a évolué au maximum a une forme delta, donc on a une évolution avec des branches. Et quelques autres exceptions en tout genre, dont certaines un peu uniques. En plus de ces exceptions, il y a quelques cartes qui ont particulièrement attiré mon attention. Voyons donc ces cartes, des moins intéressantes aux plus intéressantes. Numéro 5. Déjà, une carte nue de base qui fut la dernière box topper de l'histoire. Pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Numéro 4. Magnéti, Magnéton, Voltorb, Electrode et Morpheo, qui ne sont pas des espèces delta, mais qui sont d'Olon. C'est écrit dans leur nom. On a donc une carte Pokémon Morpheo d'Olon. Oui, 10 ans avant les formes d'Alola, les formes d'Olon étaient déjà dans les cartes. Numéro 3. Léviator Delta, qui est un Léviator Star, donc un Pokémon de base, et qui est un Léviator rouge. Numéro 2. Persian et Niaouz Delta. Tous les deux sont de type métal et ténèbres. Oui, 10 ans avant Niaouz d'Alola. Et la dernière carte qui a vraiment attiré mon attention, c'est un Pokémon de base, qui n'est pas censé être de base, et que beaucoup de gens aiment. La voici. Oui, c'est un Dracofeu noir, exactement comme Mega Dracofeu X. Sauf que lui, il est de type ténèbres. Et qu'il n'a pas des flammes bleues celui-là. Bref, précisons quand même quelques différences entre les espèces delta et les formes d'Alola. On peut faire évoluer un Pokémon classique en espèce delta et vice versa, ce qui n'est pas le cas pour les formes d'Alola. Alors maintenant que l'on a fait le tour des Pokémon de la région, que sait-on réellement de la géographie de la région? Olon n'a qu'une seule ville, qui répond au nom de Olon. Logique. Cette ville a la forme d'une Pokéball tracée par une rivière, et elle a des grandes rues avec des maisons, avec des colonnes et des dômes, me faisant un peu penser à l'architecture grecque.
Au centre de la ville trône la tour de recherche d'Olon, édifice qui aura deux utilités. Servir de QG pour scientifiques à la recherche de Mew et fournir une source d'énergie en manipulant l'électromagnétisme et qui aurait eu potentiellement comme effet secondaire la mutation de certains Pokémon de la région. Pour en finir avec les constructions humaines de l'île, on peut noter que l'île comporte aussi des ruines. En dehors de la ville, on trouve énormément de lieux naturels intéressants. Tout d'abord, la forêt mirage qui se trouve tout autour de la ville et qui est très dense, abritant beaucoup de Pokémon modifiés par l'électromagnétisme de l'île. Les cartes stades nous présentent 5 lieux de la forêt un peu particuliers. La pierre maléfique, où tous les Pokémon prennent des dégâts entre chaque tour à cause d'une malédiction. La flamme maximale, une clairière qui brûle. La souche géante, une souche tellement grande qu'on peut y faire des combats de Pokémon à son sommet. L'arbre à puissance, un immense arbre qui donne énormément d'énergie aux Pokémon qui en ont besoin. Et enfin, toujours depuis la forêt mirage, on peut accéder à la cave étrange. Cette grotte est située dans une chaîne de montagnes qui se répartit tout autour de l'île et qui est connue pour y renfermer bon nombre de fossiles. Mais dans cette cave étrange, on dit que des fossiles y seraient revenus à la vie. Au sud de cette forêt se trouve le lac d'Olon, renfermant pas mal d'espèces delta, dont quelques Léviator delta, dont au moins un Léviator rouge et de type feu d'ailleurs, qu'on a pu découvrir dans notre chapitre sur les Pokémon d'Olon. Au centre du lac, il y a une grosse pierre qui a la forme du symbole métal dans le jeu. Un peu à l'écart de l'île principale se trouvent deux autres îles totalement différentes mais tout aussi mystérieuses. L'île la plus proche est recouverte de cristal dans lequel on peut trouver des espèces delta et des espèces classiques. Les cartes stades nous révèlent la présence d'un cercle holo qui permet d'empêcher les Pokémon d'attaquer. Et une autre carte stade nous dévoile la plage de cristal. Une plage de cristal, hein. Ça fait rêver, je dois dire. Un peu plus loin, on trouve l'île des dragons, abritant des espèces delta dont on est sûr que ce n'est pas l'homme qui en est la cause, contrairement aux autres où le doute semble subsister, et cela nous démontre que l'archipel produit un électromagnétisme suffisamment puissant pour créer naturellement des espèces delta. Cette île est une vraie réserve naturelle pour ces Pokémon. L'île abrite également l'héritage Olon, un lieu mystérieux où les faiblesses des Pokémon sont annulées. Plus généralement, sur l'ensemble de la région d'Olon, la météo est assez bizarre à cause de l'électromagnétisme de l'archipel, et on peut souvent y voir des orages magnétiques ainsi que des changements de pression brusques. On a fait le tour de tout ce que l'on peut savoir sur Olon grâce aux 5 extensions venant de la fin de la 3G. Maintenant une question se pose. Est-ce que les extensions qui suivent les remakes de la 3G se passent au même endroit que les extensions qui suivent la 3G, c'est-à-dire à Olon? Ou au contraire, est-ce que c'est un retour à Kalos pour compenser Pokémon Z ou encore une continuité à Hoenn? Rien ne nous permet de trancher. Il y a 3 indices pour le retour à Kalos. C'est la carte appelée carte, qui nous montre la carte de Kalos, la carte récepteur aléatoire, qui montre le professeur Platane, et la carte fillette, qui montre Nevartolt. 2 indices pour Hoenn, ce sont les cartes Terreur et Troisième œil du kinésiste, qui montrent l'Avandia et la route 110. Mais il y a aussi quelques indices ou coïncidences sympathiques pour le retour à Olon. Dans l'extension Rupture Turbo, les cartes Léviator et sa carte Lien Spirituel montrent un Léviator rouge, exactement comme celui de Olon. Et la seconde chose, ce sont les cartes relatives aux fossiles de l'extension Impact du Destin. Tout d'abord, nous avons la carte Kit d'excavation de fossiles qui permet de récupérer une combinaison de 2 cartes particulières. Les cartes fossiles Amonita, les cartes fossiles Kabuto et les cartes Ambre Terra. Sauf que ces cartes-là, au lieu de permettre au joueur de placer un Pokémon fossile dessus, elle permet de regarder les 7 premières cartes de son deck et de prendre un Pokémon fossile et de le placer sur le banc sans même avoir besoin de fossiles. On peut donc jouer des Pokémon fossiles sans passer par des cartes fossiles, exactement comme avec la carte Cave étrange et Fossile d'Olon, qui étaient présentes dans les extensions d'Olon. Dans une extension suivante, Dinoclier et Anorith auront aussi leur fossile spécial. Bref, des arguments partout, impossible de trancher. Reprenons les 3 cartes stades qu'on avait évoquées plus tôt. La tour du chaos pourrait être soit un nouveau lieu, soit être un surnom pour la tour de recherche de l'île. Bon, après, les designs ne correspondent pas, donc ça pourrait faire un lieu de plus.
La cité parallèle est dans le même cas, c'est un surnom intéressant pour la ville de Hollon, mais l'image ne correspond pas trop. Ça me fait plutôt penser à la ville noire et la forêt blanche du Nice. Ou alors c'est peut-être deux quartiers rivaux d'Hollon, ou une nouvelle ville récemment construite. Reste la vallée inverse, qui a un design sympa et met les Pokémon métaux à l'honneur et représente des éclairs magnétiques. On est bien dans le thème de Hollon. Après, là encore, ça ne peut être que des coïncidences. Alors, est-ce qu'il est possible qu'un jour Hollon soit dans un jeu officiel? Franchement, je ne pense pas. Et si un jour Nintendo le fait, ce sera probablement sous un nouveau nom et avec beaucoup de modifications. Mais on peut rêver, et puis avec la 7ème génération, on peut voir quelques barrières qui sautent. Premièrement, les formes régionales d'Alola. Elles ont été un franc succès et Hollon est connu pour ses formes régionales. Ensuite, la 7G a supprimé les arènes. Hollon, n'ayant qu'une ville, elle ne peut pas avoir 8 arènes. Et finalement, savoir que les arènes ne sont pas obligatoires pour un jeu principal Pokémon, ça fait sauter un gros verrou. Avec le système de Tour des îles, nous n'avons plus besoin de villes, seulement de lieux emblématiques où y passer des épreuves. Et Hollon regorge de lieux mystérieux et intéressants. Vous voulez une liste de ces lieux où on pourrait passer une épreuve? Allez, proposons 8 lieux où on pourrait trouver un Pokémon dominant, c'est le même nombre qu'en 7ème génération. Le cœur de la forêt mirage avec la souche géante ou l'arbre de puissance qui aurait pour Pokémon dominant un type insecte. La pierre maléfique avec un Pokémon de type spectre, les ruines d'Hollon avec un Pokémon de type psy, peut-être Zarbi, le lac d'Hollon où le Pokémon dominant serait le Léviator rouge, la cave étrange gardée par un Ptera ou tout autre Pokémon fossile, le sommet de la montagne d'Hollon avec un Pokémon vol ou acier, l'île de cristal qui est réputée pour être apaisante, ce sont deux thèmes qui conviendraient bien à un Pokémon de type fée, et enfin l'île des dragons, ayant bien sûr pour Pokémon dominant un Dracofeu X. Il y a vraiment de quoi faire un tour de l'île sympa, et ce sera ma conclusion. Bon, je m'étais fixé le défi de sortir une vidéo par sujet toutes les 4 semaines pendant un an, et puisqu'il y a 13 fois 4 semaines dans un an et seulement cette région principale de Pokémon, bientôt 8, fallait bien que j'élargisse un peu. Et Hollon est une région qui m'a toujours intrigué et dont le concept des formes régionales a été repris récemment. Hollon, c'est tellement plus qu'un simple bouche-trou. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si ça vous a plu, vous pouvez lâcher un like et vous abonner. Et si certains points de la région vous intriguent, vous pouvez poser vos questions ou vos hypothèses dans les commentaires.